Quelle est la configuration idéale pour installer mes bidons sur mon vélo? De plus en plus d'athlètes utilisent des bidons situés derrière la selle parce qu'on entend souvent dire que c'est la meilleure option. Finalement, c'est un petit peu moins pratique pour attraper son bidon, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? On s'est posé toutes ces questions et on a fait des tests en soufflerie pour voir si une tendance se dégage. Allez, on débriefe ça maintenant. Salut les torpilles, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Faut pas traîner, la chaîne YouTube qui vous aide à progresser en répondant à toutes vos questions sur l'aéro en vélo. Moi c'est Rémi, je suis en charge des essais en soufflerie chez Aeroptimum et notre idée c'est de répondre à vos interrogations sur l'aéro en réalisant des essais en soufflerie qui traitent des sujets qui vous intéressent. Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser les différentes options qui s'offrent à vous en termes de disposition de vos bidons sur votre vélo. On va se mettre dans le cas d'un athlète qui va faire un half ou un Ironman et qui va donc installer 2 bidons sur son vélo. On va également essayer de comprendre comment le vent interagit avec nous sur le vélo et comment on peut se servir de ces informations pour choisir la meilleure configuration. Surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais également faire une annonce qui devrait vous intéresser si vous voulez participer à nos prochaines vidéos. Pour cette vidéo, on a réalisé des essais avec 3 athlètes pour voir si une tendance se dégageait et si on pouvait arriver à tirer une conclusion qui soit à peu près applicable à tous. On s'est focalisé sur la position chrono et on a choisi de faire les essais avec 2 hommes et une femme pour avoir des gabarits et des vitesses un petit peu différents. En vous présentant les différentes configurations, on va mettre en avant des produits dont vous pourrez retrouver les liens dans la description. Ces produits, c'est des produits que nous avons achetés. Nous n'avons aucun partenariat avec les marques en question et nous allons vous en parler de façon tout à fait impartiale. Il y a d'autres produits sur le marché qui peuvent répondre aux mêmes besoins. Là, on présente juste les produits qu'on avait sous la main lors des essais. On voit de plus en plus de triathlètes qui utilisent des systèmes d'hydratation à l'avant. Il y a même des marques qui proposent des systèmes d'hydratation spécialement conçus pour leur vélo, voire même directement intégrés dans le cadre. Alors, c'est vrai que c'est pratique, mais qu'est-ce que ça donne d'un point de vue aéro? Nos 2 athlètes masculins possédaient déjà sur leur vélo un système d'hydratation à l'avant. On va donc regarder dans le cas de notre athlète féminine ce que ça donne. Sur ces courbes, on constate que le système d'hydratation sur les prolongateurs est plus performant que le bidon sur le tuyau diagonal à tous les angles. L'ordre de grandeur de l'écart est de 2 watts à 30 km/h. Ça peut sembler peu, mais ça représente quand même 2,5% de la traînée totale de l'athlète. Le deuxième intérêt de ce type de système, c'est d'éviter de sortir de la position aéro quand on veut boire. Sur les prolongateurs, on est sur une position qui est plutôt optimisée d'un point de vue aéro. Donc quand on doit sortir de cette position pour aller attraper son bidon sur le tuyau diagonal et pour boire, on se doute que l'écart doit être quand même significatif. On a donc réalisé un test supplémentaire avec l'athlète qui simulait la position qu'elle a quand elle boit. Le résultat est sans appel. Dans cette position, pour conserver la même vitesse, l'athlète doit dépenser 20 watts de plus. Alors oui, on passe pas notre temps à boire sur le vélo, mais même si on considère 15 secondes le temps d'attraper le bidon, de boire, de reposer le bidon et qu'on fait ça toutes les 10 minutes, c'est quand même 2,5% du temps de parcours que l'on passe à boire dans une position non optimisée. Quand on recherche le moindre gain facile, ça peut rentrer dans la balance. Certains diront que c'est bien agréable de se relever pour boire, ça permet en même temps de se décontracter, mais je pense que les athlètes qui ont fait le nécessaire au niveau de leur position ne ressentent pas ce besoin. Si vous sentez que vous devez vous relever toutes les 10 minutes pour soulager des tensions au niveau du dos, des épaules, des cervicales, alors focalisez pas forcément sur l'aéro, mais plutôt sur votre posture parce que c'est le point de départ avant toute autre forme d'optimisation. Bon, et puis il y a un autre avantage à ce système d'hydratation, on l'a littéralement sous les yeux et quand on est concentré sur son effort, mine de rien, ça permet de faire un petit rappel pour ne pas oublier de s'alimenter et de s'hydrater. En général, d'après les retours que l'on a, les athlètes qui ont opté pour cette solution décident très rarement de revenir en arrière. Alors, j'entends déjà les partisans du « oui, mais un bidon autant à l'avant, ça va déséquilibrer les masses sur le vélo et ça va être plus compliqué de le maîtriser ». En pratique, même en considérant un athlète léger, environ 50 kg, ça représente une variation du centre de gravité vers l'avant de l'ordre de 1%, ça fait même pas 1 cm et ça ne devrait pas être critique d'un point de vue contrôle du vélo et pilotage. Pour tous nos autres tests, nous avons donc choisi d'installer un système d'hydratation à l'avant et de chercher la position optimale pour le second bidon. En ce qui concerne les systèmes d'hydratation testés, le premier athlète avait un système dédié à son vélo spécialement conçu par la marque. Le second utilisait un système universel de profil design qui était le modèle Aero HC System. Et pour notre athlète féminine, on a utilisé un système d'hydratation qu'on a ici, qui est le HSF 800+. Si vous cherchez à investir, on vous conseillera plus ce modèle d'ailleurs que le Aero HC System, parce que le Aero HC System, il a une paille rigide. Donc soit vous la coupez et elle est un petit peu trop courte, c'est pas forcément pratique pour aller boire. Et de l'autre côté, si vous la faites trop longue, des fois ça peut vous gêner, vous pouvez l'avoir dans le menton ou dans le cou, et ça, c'est pas agréable. L'avantage du HSF 800, c'est qu'on est sur un système avec une paille souple qui est aimantée sur le dessus. Il possède également une petite tétine déformable qui va vous éviter de mettre de la boisson de partout quand vous allez boire. Dans le cadre des essais en soufflerie, on fait des essais à différents angles. Mais la meilleure configuration en vent de face, c'est pas forcément celle dans le cas d'un vent latéral. Il faut qu'on arrive à choisir quelle est la meilleure configuration.
Si l'on prend par exemple ce cas où l'on regarde l'impact de l'ajout d'un deuxième bidon sur le tube de sel, on constate qu'on a à peu près la même valeur de puissance à 10 degrés, mais que la config la meilleure à 0 degrés est la moins bonne à 5 degrés, et que l'écart à 0 et à 5 est quasiment le même. Cela veut dire que si on fait une moyenne arithmétique classique, on va se retrouver avec des résultats quasiment identiques. Mais finalement, c'est quoi le plus important? La mesure faite à 0 degré ou celle à 5 degrés? On va commencer déjà par explorer l'origine de l'angle de vent perçu par le coureur. Lorsqu'on roule, on fait face aux conditions météorologiques et notamment au vent. Nous sommes donc soumis à ce qu'on appelle le vent météo. Mais le fait d'avancer provoque un déplacement de l'ensemble vélocycliste dans l'air qui crée un vent lié à l'avancement. Maintenant, si on projette le vent lié à l'avancement et le vent météo, on obtient un vent global qui est celui perçu par l'athlète et qu'on appelle le vent apparent. L'angle entre la direction du vent et la direction du cycliste est l'angle avec lequel le vent est perçu par l'athlète et c'est donc cet angle que l'on cherche à reproduire en soufflerie. Mais comment on s'y prend ? Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer concrètement comment fonctionne la soufflerie, mais là on va se focaliser sur la veine d'essai. C'est l'endroit où on va positionner l'objet à tester, dans notre cas le vélo et le coureur, pour réaliser les essais. C'est donc à cet endroit que je brasse de l'air toute la journée. Bon, je suis désolé, mais dans cette vidéo, j'étais obligé de faire des vannes bidons. En pratique, dans cette veine d'essai, l'air circule depuis le convergent, situé à gauche sur l'image, vers la droite. La direction du vent est donc l'axe de la veine d'essai et ne peut pas être modifiée. Pour simuler des vents latéraux, tout notre système est positionné sur une table tournante, ce qui nous permet de faire tourner le vélo dans la soufflerie et de reproduire l'angle de vent apparent. Maintenant, si l'on revient à notre vent apparent, si l'on considère deux athlètes qui roulent sur la même route avec le même vent météo, si notre deuxième athlète avance plus vite, alors il percevra un angle de vent plus faible. La notion de vent apparent est donc fortement dépendante de la vitesse à laquelle on roule. De ce fait, la mesure réalisée à 10 degrés doit être moins impactante pour un athlète qui roule à 45 km/h que pour un athlète qui roule à 25. On ne peut pas se contenter d'une moyenne arithmétique. En fait, des chercheurs ont identifié que l'angle de vent soumis à un objet en déplacement suit une loi gaussienne. Cette loi représente la probabilité d'avoir un angle de vent donné. C'est-à-dire que la probabilité d'avoir un vent à 0 degré est plus importante que celle d'avoir un vent à 15 degrés. Cela est vrai pour tous les véhicules terrestres, mais on a vu que c'était dépendant de la vitesse. La courbe varie donc, et plus on va vite, plus celle-ci va être resserrée, car on l'a vu précédemment, pour un vent météo donné, plus on va vite, plus l'angle de vent apparent est faible. Bon, bien sûr, cette loi elle est issue d'observations statistiques menées sur le terrain, mais c'est pas toujours le cas. Si vous vous déplacez en ligne droite au bord de l'océan avec un vent venant du large, vous aurez une loi qui va se décaler car vous allez être soumis tout du long à un vent venant de la même direction. Maintenant, si vous faites un aller-retour sur la même ligne droite, la répartition elle ressemblera plus à ça. Bon, dans le cas idéal, il faut choisir sa configuration en fonction des conditions du circuit et de la météo. En pratique, je pense que c'est ce qu'on va voir apparaître dans le cyclisme professionnel d'ici quelques années. Je pense qu'on pourrait même être amené à voir les véhicules qui suivront les premiers coureurs sur les chronos faire des relevés devant pour faire le bon choix de configuration pour les coureurs suivants, à condition que les conditions météo soient stables bien sûr. Un peu comme on peut le faire en F1 où les packs aéros des voitures sont différents tous les week-ends parce que chaque circuit a ses spécificités. Pour en revenir à notre étude, on ne va pas se focaliser sur un circuit et une condition météo donnée. On va rechercher la configuration qui va être la plus performante d'une manière générale. On va donc rester sur une loi gaussienne centrée en 0, mais la largeur de celle-ci sera dépendante de la vitesse de l'athlète. En pratique, on va donc prendre les résultats des tests réalisés à chaque angle et on va les multiplier par la probabilité que donne la loi gaussienne à cet angle. On parle de moyenne pondérée. Les angles les plus faibles, qui sont ceux que l'on rencontre le plus fréquemment, ont donc plus d'impact sur la valeur finale. Maintenant que l'on sait comment faire la différence entre les différentes configurations, essayons de trouver la position optimale pour le second bidon. Nous avons réalisé ces tests avec les 3 athlètes, sauf une des configurations qui est le bidon sur le tube de sel qu'on n'a pas pu tester parce qu'on ne pouvait pas le monter sur un des vélos. Voyons déjà ce que ça donne pour notre athlète féminine. On compare donc les configurations avec le système d'hydratation à l'avant et le bidon successivement posé derrière la selle, sur le tube de sel, puis sur le tube diagonal. On constate que le bidon derrière la selle est le plus performant. Si on compare cette configuration avec la version sans le deuxième bidon, on constate que c'est même meilleur. Ça veut dire que la présence de ce deuxième bidon permet d'améliorer l'aéro de l'athlète. Ça peut paraître étrange, mais en pratique, le bidon il se retrouve dans le sillage de l'athlète, qui est un sillage assez chaotique qui a tendance à évoluer de la droite vers la gauche en formant des tourbillons et pour créer ce qu'on appelle une allée de Von Karman. On peut observer ces phénomènes à de très grandes échelles, notamment grâce aux nuages. Ici, il s'agit du sillage des îles Juan Fernandez, près des côtes chiliennes. Dans ce cas de figure, le fait de rajouter un objet dans le sillage peut permettre de stabiliser l'écoulement et donc d'améliorer la performance aéro. Pour ne pas tirer trop de conclusions hâtives, on va maintenant regarder si on fait le même constat sur nos 2 autres cobayes. On regarde ici l'augmentation de la puissance consommée. On a ramené cela à un pourcentage de variation par rapport à la référence qui est le système d'hydratation seul. En effet, cela permet de comparer les athlètes entre eux, même si les essais n'ont pas été menés à la même vitesse.
Plus ce pourcentage est élevé, moins la configuration est intéressante car il faut fournir plus de puissance pour avancer à la même vitesse. Inversement, si ce pourcentage devient négatif, c'est qu'il y a un bénéfice d'un point de vue aéro car la puissance globale diminue. Si l'on commence par regarder les résultats avec le bidon sur le tube de sel, on voit bien que l'ajout du bidon implique une augmentation de la puissance totale dans les deux cas. Je vous rappelle que nous ne l'avons pas testé avec l'athlète numéro 2 car on ne pouvait pas le monter sur son vélo. On se focalise maintenant sur le tube diagonal. Dans les trois cas, il y a une augmentation de la puissance consommée. Ce que l'on peut mettre en évidence, c'est que les ordres de grandeur sont différents entre les différents athlètes. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que si l'on cherche la meilleure solution entre le tube diagonal et le tube de sel, on n'arrive pas à la même conclusion si on regarde l'athlète numéro 1 ou l'athlète numéro 3. Cela s'explique par le fait que les géométries des cadres sont très différentes et donc l'interaction des bidons peut varier d'un vélo à l'autre. Si l'on regarde maintenant les résultats derrière la selle, on constate bien que c'est la configuration la plus intéressante pour positionner son second bidon, mais également que dans les trois cas, la présence du bidon derrière la selle améliore l'aéro global. Les écarts par rapport à la référence ne sont pas énormes, mais nous avons déjà constaté des gaps plus importants lors de précédents essais. On pourrait même en conclure que même si vous ne mettez pas d'eau dedans, vous avez presque intérêt à monter un porte-bidon avec un bidon vide à l'arrière de votre selle. En conclusion, on confirme ce que l'on entend régulièrement, c'est que la meilleure position pour votre deuxième bidon, c'est derrière la selle. Alors oui, c'est un petit peu moins pratique à attraper, mais en même temps, si on reste sur la configuration avec le système d'hydratation à l'avant, ce bidon finalement, on va aller le chercher que 1 à 2 fois par course parce que ça va juste être le moment où on va vouloir re-remplir le système d'hydratation à l'avant. Un des points critiques pour cette solution, c'est d'assurer le bon maintien du bidon pour ne pas le perdre au premier dodan. Dans le cadre des tests, on a utilisé le système RMP de chez Profil Design. Alors il est très pratique à mettre en place et à régler. En revanche, les porte-bidons qui sont fournis avec ne sont pas qualitatifs, ils ne sont pas assez durs pour garantir un bon maintien des bidons dans cette position. Si vous partez pour ce modèle, on vous conseille d'acheter un autre porte-bidon à côté. Alors on n'a pas eu l'occasion de le tester dans cette vidéo, mais il semblerait que le système Delta de chez X-Lab fasse l'unanimité au niveau des athlètes. À la fois grâce à sa solidité et aussi son excellent maintien du bidon. Bien entendu, je vous mets les liens vers les produits mentionnés dans la description. Si vous ne voulez pas vous ravitailler du tout sur Ironman ou vous êtes un très gros buveur, sachez que sur la plupart des systèmes que vous pouvez mettre derrière la selle, vous avez la possibilité de monter un bidon comme on l'a fait pendant les essais ou 2 bidons, ce qui vous permet d'emmener un bidon supplémentaire. On arrive à la fin de cette vidéo et je vais procéder à l'annonce que vous attendez tous. Avant ça, je vous invite à nous laisser un petit like si le contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et puis si vous avez des idées de sujets, n'oubliez pas toujours de nous mettre une petite suggestion en commentaire. En ce qui concerne l'annonce, en fait, on a fait un constat simple, c'est que pour tourner nos vidéos, on a sollicité soit nos clients, soit des triathlètes du coin que l'on connaît. Après réflexion, on s'est dit que, bon, déjà vous allez toujours voir les mêmes têtes dans les vidéos, et puis en plus, nous, c'est un petit peu limitant en termes de matériel disponible pour les essais. On s'est dit qu'on pourrait se tourner vers vous qui nous regardez. Déjà parce que si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, c'est que l'aéro, ça vous intéresse, ou en tout cas, ça vous fait vous poser des questions. En plus, ça nous permettra de solliciter plus de personnes et donc d'avoir un panel plus large de produits à tester. Comment ça va se passer concrètement? Vous trouverez dans la description un lien sur lequel vous pourrez vous inscrire en indiquant seulement votre prénom et votre adresse mail. Suite à ça, vous allez recevoir une petite série de mails qui va vous expliquer concrètement comment ça va se passer si vous souhaitez vous inscrire ou non. Si vous n'êtes pas intéressé, on ne va pas vous embêter avec des mails supplémentaires qui vont remplir votre boîte pour rien. En revanche, si vous êtes partant, vous allez rentrer dans notre base de données, il faudra nous indiquer votre pratique, quelques infos sur votre morphologie et sur le matériel que vous avez à disposition. Comme ça, quand on a une idée de vidéo particulière, on va creuser dans cette base de données pour retrouver les profils qui correspondent au sujet qu'on veut traiter. Vous aurez alors l'opportunité de venir réaliser des essais en soufflerie pour illustrer nos prochaines vidéos, avec une petite visite privée de nos installations, mais aussi une réduction si vous voulez réaliser des essais autres que ceux dans le cadre de la vidéo. Donc si vous voulez avoir la chance de vivre cette expérience incroyable avec l'équipe Aeroptimum, cliquez vite sur le lien dans la description. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, pour aller vite, faut pas traîner.